Les choses sérieuses vont commencer à l'US Open. Si tu ne veux rien manquer des temps forts du dernier grand chelem de la saison, abonne-toi juste ici, mon très cher goth. Nick Kyrgios détonne, Nick Kyrgios fascine, mais est-il un pervers narcissique? On va se poser la question très sérieusement dans cette vidéo. Murray Finito et le show Williams, c'est le programme surpuissant de votre nouveau digest de l'US Open, et on attaque juste après ça. Je crois que je vous ai bien teasé là. On attaque ce côté réseau d'abord avec les Français. De bonnes nouvelles sont venues de New York. 2, nous dit Constance, pour la première fois depuis 2015, ça remonte, 7 ans, la France aura au moins un représentant en seconde semaine de l'US Open chez les hommes. Donc on a Coco Moutet qui a battu Cachin la nuit dernière, et chez les femmes, Caro Garcia qui est dans une dynamique phénoménale avec son jeu enlevé, offensif, agressif. Demain, Alizé Cornet, Clara Burel et Richard Gasquet tenteront de les rejoindre. Alors c'est déjà fait pour Richard Gasquet qui va bien sûr tomber Rafael Nadal. On enchaîne avec la deuxième info de ce côté réseau et Serena Williams qui a peut-être disputé son dernier match en carrière. Elle laisse un soupirail ouvert. Là vous le voyez, très ému, très triste de quitter la scène. Serena qui a eu cette habitude pendant toute sa carrière de capter la lumière. L'US Open qui tweetait la GOAT du tennis féminin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que c'est pas Margaret Court? Je vous taquine. On se pose la question dans les commentaires néanmoins, et on enchaîne avec la conférence de presse de Serena Williams, et on lui pose la question sur le court, vous avez laissé la porte ouverte pour prolonger un peu plus votre carrière. Elle a répondu, j'ai toujours aimé l'Australie, avec un sourire pour éventuellement disputer l'Australienne. Vous voyez, c'est très difficile de débrancher le courant quand vous êtes un addict à la performance, à la compétition. J'ai parcouru un long chemin depuis Wimbledon l'année dernière, je ne sais pas si c'était mon dernier moment ou pas, et on lui a posé une super question je trouve. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? On a l'impression qu'elle est à l'article de la mort, qu'elle va bientôt canner Serena. Il y a le combat, je suis une battante, dit-elle, j'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose et d'apporter quelque chose au tennis. Les looks différents, les points serrés, l'intensité folle, ça c'est clair, cette combativité, cette hargne, elle a amené ça très clairement dans le tennis féminin. Je pense que le mot passion est vraiment un bon mot, le fait d'avoir continué malgré les hauts et les bas. Je vous pose la question dans les commentaires, qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Serena Williams en priorité? Moi c'est plusieurs choses, mais une particulièrement, c'est cette photo épique entre Patrick Mouratoglou et Serena Williams. Serena qui lui fait un petit suçon dans le cou. On a également cette petite photo sur un bateau avec la main délicatement posée sur le fessier de Serena Williams de la part de Patrick, qui était son coach à l'époque. Comme quoi les relations parfois peuvent être... Bah oui, quand même. Nouvelle info dans ce côté réseau, Nick Kyrgios qui a répondu sur son compte Instagram à une question posée par un follower. Donne-moi ton top 5 des joueurs les plus sous-cotés actuellement. Alors il a commencé avec Jordan Thompson, faut quand même pas déconner. Benjamin Bonzi en 2 qu'il a affronté au deuxième tour à l'US Open. Fokina McDonald Nakashima. C'est l'occasion aussi de se poser la question entre nous. Alors moi je trouve que Sébastien Baez est particulièrement sous-coté. Donnez-moi peut-être un ou deux joueurs qui sont terriblement sous-cotés. Casper Ruud peut-être. On enchaîne, nouvelle info dans ce côté réseau. Andy Murray, bientôt finito. Alors il a bien résisté contre Matteo Berrettini. Il a dit ensuite en conférence de presse, ce n'est vraiment pas facile de jouer avec une hanche métallique, je vous assure, surtout face à des mecs au top de leur forme. Les 6 dernières années ont été très difficiles. Ça fait depuis 2017, Wimbledon 2017, qui chasse son retour au meilleur niveau avec beaucoup d'opérations. C'est un énorme guerrier, Andy Murray. Je vous invite également à vous renseigner sur sa vie personnelle, et particulièrement la tuerie de Dunblane. C'est l'épisode fondateur dans sa vie. Andy Murray, il a survécu à ça. Il y a un tireur fou qui s'est immiscé dans une école, qui a tué 16 enfants et une institutrice. Et en jaune, vous le voyez, la tuerie se déroule au moment où la classe d'Andy Murray se trouve dans le couloir et se dirige vers le gymnase où il y a eu les meurtres. L'instituteur, entendant les coups de feu, enjoint aux élèves de se cacher. Murray se réfugie alors sous le bureau du directeur avec son frère. Donc vous imaginez un épisode comme ça qu'il a longtemps refusé de commenter. Ça vous traumatise à jamais, ça vous forme à jamais. Il revient sur son tennis ensuite. Je ne me déplace plus comme il y a 5 ou 6 ans, c'est évident. Quand vous regardez Rafa ou Novak, ils bougent plus ou moins bien qu'avant, pas moi. Beaucoup de gens m'ont dit que je ne pourrais plus jouer à un niveau professionnel. C'était un non-sens. Reste que s'il s'est magnifiquement bien combattu face à Matteo Berrettini la nuit dernière, il y a des manques dans le jeu d'Andy Murray désormais. Alors l'amorti en avançant côté coup droit de la part de Berrettini, ça a fait mouche, même si c'était pas toujours à propos. C'est une technique qu'utilise souvent Novak Djokovic, c'est de faire courir son adversaire vers l'avant, de le maintenir dans une position d'incertitude, de l'épuiser aussi tout simplement
faire des courses vers l'avant, bah, ça te coûte un certain effort, c'est un sprint, c'est difficile, surtout pour un joueur comme Andy Murray qui est physiquement très diminué, et je trouve la technicité de Matteo Berrettini peut-être un petit peu sous-cotée, ses slices, ces petites amorties en avançant côté coup droit, ça on les avait beaucoup vus, notamment c'était à l'US Open en 2019, lors de son explosion au plus haut niveau. Pour revenir sur Murray, alors il a toujours ce coup d'œil, ses qualités de relance, mais c'est ce qu'il arrive à réaliser après qui compte. Et là, le problème c'est que ses qualités de déplacement défensive sont largement diminuées. On se souvient aussi du match entre Matteo Berrettini et Novak Djokovic, c'était à Wimbledon en 2021. Dans cette position par exemple, Novak il avait réussi à verrouiller Matteo sur ce côté, dans cette zone. Alors quand tu joues dans cette zone que tu arrives à relancer très précisément ici, soit tu comptes sur un revers de Matteo et du coup tu l'as neutralisé, tu peux engager un rallye, et là il y a des chances que tu sois dominateur si tu t'appelles Novak Djokovic ou Andy Murray, ou alors tu comptes sur un décalage coup droit foireux, mais c'est pas souvent le cas. Dans l'absolu, et avant de basculer sur Nick Kyrgios, je pense qu'un prime Andy Murray, il se gaverait sur un profil comme Matteo Berrettini, qui a un gros serveur, gros coup droit, mais qui a des failles structurelles dans son jeu. Ici par exemple, on a vu encore quelques flashs de la brillance d'Andy Murray. Alors là, il va y avoir un coup disputé dans cette petite zone dans le replacement, avec une trajectoire coupée, et c'est ça qui fait défaut, je trouve, à Andy Murray. Il n'a pas su se réinventer, se renouveler, au contraire d'un Novak Djokovic qui a amélioré sa qualité de service grâce à Goran Ivanisevic, ou Rafa par exemple, en 2019, il améliore sa qualité de service, il devient un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus offensif pour pouvoir durer. Murray, il n'a pas réussi cette mue, et c'est vraiment ce qui fait la différence entre les trois légendes iconiques de ce jeu, Roger, Rafa et Novak, et Andy qui lui est resté un très grand champion, mais sans avoir montré cette extra vitesse, ce renouvellement à la toute fin de sa carrière. Alors bien sûr, il est largement diminué par sa hanche, peut-être qu'il arrive tout simplement pas à développer un tennis offensif, parce que il n'a pas les qualités tennistiques pour, ou simplement physique. Dans tous les cas, ça c'est clairement un schéma qui aurait pu lui servir davantage. Mais trêve de galéjade, enchaînons avec le sujet principal de cette vidéo. Nick Kyrgios est-il un pervers narcissique? Carrément. Alors déjà pour commencer, on désamorce. Pervers narcissique, c'est un pléonasme, c'est un qualificatif qui est utilisé à tort et à travers. Ce qu'on va vraiment essayer d'adresser dans cette vidéo, ce sont les ressorts psychologiques pour la performance, pour devenir un très grand champion, et des choses que Nick Kyrgios a activées très récemment, et qui sont super intéressantes à analyser au niveau comportemental, et qui nous rappellent aussi en miroir notre propre vision des choses et comment on a tendance à idéaliser les performances de notre champion. C'est le premier point dans cette analyse, c'est de dire les fanboys, quand leurs joueurs préférés font des grandes performances, ils vont fermer les yeux sur le côté noir, sur la laideur qui peut s'exprimer dans leur comportement, dans les ressorts motivationnels, et notamment chez Nick Kyrgios. Alors il a développé quelque chose ces derniers mois, c'est un comportement qui est, je trouve, très limite par rapport à son clan. Son idée, elle est très simple. Dès qu'il est en difficulté, dès qu'il rate quelques coups, des doubles fautes, des coups droits saccagés dans la bâche, il va se retourner vers son clan, c'est systématique, c'est un ressort, il y a un vrai pattern, c'est pas comme un joueur qui pèterait un câble d'une manière spontanée. Non, ça revient à chacun de ses matchs, ou presque. Il va accuser son clan de ses propres fautes. C'est de votre faute si j'ai fait une double faute. Vous n'êtes pas des vrais supporters. Cassez-vous de là. Il les insulte avec vraiment des mots qui sont terribles à écouter. Alors, il faut comprendre l'anglais, et puis il faut bien écouter ce qu'il dit sans les commentaires par-dessus. C'est pour ça que je vous invite souvent à écouter les matchs avec un casque pour bien comprendre ce qui se dit. Et cette attitude, c'est typiquement l'attitude d'un pervers narcissique, c'est de rabaisser les autres, de les blâmer pour tes propres fautes, et toi en fait tu te décharges de tout et tu te valorises de cette façon. C'est un ressort qui est très important désormais dans la performance de Nick Kyrgios, et que personne n'a envie de voir. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que personne n'ose en parler. Il y a une espèce, je sais pas, d'omerta par rapport à ça, ou tout simplement les gens n'ont pas les codes pour pouvoir discuter de ça, ou ne le voient pas, ou n'ont pas le courage d'en parler, parce que c'est pas toujours facile d'aller titiller des joueurs qui sont surhypés par le public, par les réseaux sociaux. Ça, j'en sais quelque chose, je m'en prends plein la gueule quand je critique les Rafa, les Novak, les Roger. On me dit t'es un pro machin, t'es un anti machin. Il faut avoir une certaine carapace, et je comprends la paresse de certains observateurs qui vont rester sur un cadre très défini, parler de tennis, parler des bons coups, rester très positif. Mais non, là vous manquez un pan très important de la performance du très haut niveau dans le sport. Ces observations, j'insiste, elles reposent sur un examen minutieux de dizaines et dizaines de rencontres. C'est un joueur que je suis très particulièrement, Nick Kyrgios, depuis le début de sa carrière, que j'aime beaucoup voir, parce que c'est un super tennis. Ici notamment, on va avoir une magnifique diago en revers. Il a un jeu de plus en plus complet, il se dépouille, il est extrêmement spectaculaire, mais on peut pas fermer les yeux sur la manière dont il traite son clan. Alors peut-être que c'est un accord tacite de se dire quand je suis sur le court, je peux vous pourrir, je peux vous insulter, et vous vous restez là avec le sourire à m'applaudir, mais il y a une relation qui est tellement cancer. Certains d'entre vous à ce stade de la vidéo se disent peut-être oui, mais il y a d'autres joueurs que Nick Kyrgios qui ont ce type d'attitude.
Oui, ok, il y en a d'autres, mais regardez la manière dont c'est fait. Il crache vers son clan, il les insulte, il est pourri. Les mots, la violence des mots, la brutalité des mots, elle est folle. Elle est vraiment, vraiment, vraiment folle. Il fait partie du très très haut du panier à ce niveau-là. Il y a d'autres joueurs, bien sûr, qui procèdent de cette façon, et ça rappelle le comportement d'autres légendes iconiques du sport d'une manière générale. Michael Jordan, je pense que c'est un sociopathe, même si on se concentre sur la performance pure et qu'on refuse de voir le reste. Tiger Woods, c'est la même chose. John McEnroe, il a fait de la thérapie après avoir arrêté sa carrière parce que il partait dans tous les sens. Alors lui, il a jamais eu de coach ni de clan pour pouvoir les insulter, mais tout le monde était son ennemi. Jimmy Connors, pareil. Jimmy Connors, c'était une pourriture sur un court de tennis. C'était un manipulateur. Donc l'idée, c'est pas de pointer, c'est pas d'accuser, c'est de dire oui, dans la performance de très haut niveau, il peut y avoir une part de laideur. Il y a souvent une part de laideur d'ailleurs parce que vous devez activer certains ressorts et ces ressorts motivationnels peuvent s'exprimer, peuvent s'appuyer sur quelque chose de très mauvais, sur un comportement qui est toxique, qui est cancer. Alors Kyrgios, il a l'air d'en être conscient, il a expliqué que vous devez avoir une personnalité très différente sur un court qu'en dehors, il faut avoir cette méchanceté, et ça s'exprime aussi dans son jeu, dans sa confiance absolue en son arme maîtresse, le service ici par exemple, balle de break, il va envoyer un ace au T, et s'il n'avait pas cet ego surdimensionné, peut-être qu'il serait moins bon. Un dernier point que je voulais soulever et qui me semble intéressant dans le niveau de performance actuel de Nick Kyrgios, c'est également la manière dont il a d'alimenter sa propre légende. Il va parler de lui comme un dieu, comme le king, il va dire par exemple aux médias, j'ai très largement changé, je suis mûr, je suis enfin prêt pour des très grands résultats. C'est lui qui veut dicter son narrative, mais en même temps, sur un court, on va avoir des crachats, on va avoir en fait une dissociation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, pareil, c'est typique de quelqu'un qui n'est pas soit lucide sur ses propres errements, soit quelqu'un qui essaye de manipuler l'opinion publique en mettant le focus simplement sur ses bonnes choses, en se défendant. Alors ok, Nick Kyrgios, il en a pris plein la tête dans sa carrière, parfois à juste titre, parfois non, et je pense qu'on a un joueur qui est typique de notre époque. Je vous renvoie à l'excellente lecture de Bret Easton Ellis, son essai qui s'appelle White. Vous aurez, je pense, le fond de ma pensée à ce niveau-là. Donc Nick Kyrgios, un joueur clivant, un joueur extrême, un joueur typiquement de 2022, et c'est pour ça qu'il est aussi populaire actuellement. On se termine en vitesse avec la reco du jour, un match à vous proposer aujourd'hui, c'est le Brooksby Carlos Alcaraz, c'est à 19h15, c'est immanquable, on est samedi soir, vous vous mettez à l'aise, petit apéro, on se retrouve demain pour en parler, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pommes.